Bonsoir, chers téléspectateurs. Bonsoir, Sam Spirango. Merci, bonsoir, sénateur. Comment tu vas? Ça va, ça va. Ça fait très longtemps. On te dit, ça fait 3 ans, la dernière fois que tu es passé par ici. Oui, c'est un peu ma maison ici, donc je n'hésite pas. Je l'ai dit dans cette émission. Oui, dans cette émission, oui, c'était une première et je suis heureux de faire partie de la programmation. Sam Spirango, es-tu politicien ou journaliste aujourd'hui? Alors, d'entrée de jeu, généralement, en technique d'interview, on commence par des questions qui sont moins embarrassantes. Mais dans le cadre de polémique, je vois qu'on rentre tout de suite de plein pied. Non, aujourd'hui, il faut le dire, je peux fièrement arborer les deux casquettes. Mais simplement, la casquette qui est, j'allais dire, la plus mise en avant depuis quelque temps, c'est celle de journaliste, bien sûr. Parce qu'à la base, je suis un communicateur, ça fait partie, on va dire, c'est mon métier de prédilection. Donc j'ai choisi de me retirer pour quelque temps des milieux de la politique. Parce que j'y suis allé un tout petit peu pour un engagement presque personnel et je pense que j'en ai tiré quelques leçons. Donc aujourd'hui, je reviens allègrement dans le journalisme d'abord pour tenter de me refaire une belle réputation. Parce que à travers les moments que j'ai passés ces derniers temps, ces dernières années, je ne pense pas que ça a été très très heureux pour moi aussi. Donc pour l'instant, il s'agit de se rebâtir une réputation. Et comme journalisme et politique, pour moi, ne sont pas compatibles du tout quand on est dans un contexte d'exemplarité. C'est pour cela que j'ai fait le choix de revenir là et d'abandonner la politique. Mais je reviens comme journaliste, pas comme simplement journaliste lambda qui fait de l'information au premier degré. Moi, j'ai toujours été, même auparavant, quelqu'un qui s'engage un tout petit peu. C'est pour cela que le type de journalisme que j'exerce est un tout petit peu décalé de la réalité. On essaie de renverser les choses, d'apporter un nouveau regard. Vous savez, il y a trop de nouveaux médias aujourd'hui, donc forcément, pour se démarquer, d'abord, il ne faut pas faire la même chose que tout le monde. Il ne faut pas faire la même chose que tout le monde. Est-ce que tu as été déçu après ton entrée dans la politique? Déçu, peut-être pas. Je dirais pas complètement. Je comprends un peu le sens de votre question. Je suis allé en politique en 2018 vraiment parce que j'y croyais et parce que je pensais que les choses... le porte-parole de Akeremouna. Oui, Akeremouna, tour à tour, et puis Franklin Difort, et puis donc parce que pour moi c'était un engagement personnel. Je voulais apporter ma voix à l'idéal de changement. Vous savez, il y avait une grande soif de changement au Cameroun, de la part de la bonne majorité des Camerounais. Et nous pensions que 2018 était vraiment l'occasion de basculer à un tout autre système. Depuis d'ailleurs les indépendances, le Cameroun n'avait pas connu un chef d'État élu démocratiquement dans une élection. Parce que c'est ce que les gens oublient souvent de rappeler. Je crois que Paul Biya est arrivé au pouvoir en 1982 à la faveur quand même d'un mécanisme constitutionnel qui a permis qu'en tant que Premier ministre, il puisse être choisi par le président Ahidjo. Mais jamais véritablement une élection saine, régulière n'a permis au Cameroun. Il n'y a pas eu élection. C'est pour ça que moi je me suis engagé en 92. Oui, en 92, non, il n'y avait pas, mais c'est pas Paul Biya qui... Je veux dire que quand il accède aux affaires, oui, 92, oui, je comprends ce que vous dites, mais là, il y était déjà, donc c'était pas très très nouveau, en fait. Sam, c'est vrai, on a vu les images quand tu es entré dans le MSC, tu as fait le déplacement pour le Sud, pour installer quelques organes de base, pour emprunter le thème utilisé au Cameroun aujourd'hui, et ça s'est très mal passé. Comment est-ce que tu as vécu ces différentes scènes-là, chez toi au Sud? D'abord, il faut dire que je m'y attendais quelque peu. Vous savez, le Sud est très souvent présenté comme le bastion imprenable, donc étant la région natale du chef de l'État. Donc, même si c'est une fausse impression, parce qu'aujourd'hui, quand vous allez regarder concrètement sur le terrain, et précisément, c'était l'une des raisons principales de mon engagement, nous sommes un peuple abandonné là-bas. C'est pour cela que le fameux... Ateba Yone de parler des paradoxes du pays organisateur. Quand vous faites le décompte, parce qu'il y a une étude qui avait été menée, c'est juste une petite parenthèse, sur la nomenclature des ministres, directeurs généraux et assimilés, pour ne prendre que cet exemple, qui ont été utilisés depuis 1982, le Sud arrive très loin derrière, parce que c'est la région du centre qui s'en tire avec le plus gros lot, suivi de la région de l'Est, et puis vous avez l'extrême nord, le nord.
Ce n'est même pas le Sud qui arrive en 5e position. Aujourd'hui, nous avons pratiquement là-bas, je crois, un seul ministre, pour ne compter que le département de l'Anvila, d'où je viens. Le Dia et Lobo peut-être est un peu mieux privilégié en termes de grosses personnalités représentant de l'État, mais l'Anvila, la vallée du Thème, l'océan ne sont pas mieux nantis à ce niveau-là. Et quand on va voir au niveau de l'infrastructure, de développement, au niveau de la base, il n'y a pas grand-chose. Et ça, ce n'est pas forcément la faute au président de la République. C'est davantage, et ça a toujours été le cas, par rapport même à l'égoïsme de ce qu'on peut considérer comme les élites de cette région-là, qui ne font pas beaucoup pour enclencher le développement en direction de leur population respective. C'est cela qu'on voulait renverser un peu. Faire comprendre au monde entier que ne vous accrochez pas sur les préjugés qui permettent de penser que la région du Sud est une région sacrément privilégiée. Non. Donc, je m'attendais un tout petit peu à cela, parce que tout est fait dans les mentalités, en sorte que on ne puisse pas faire rentrer la moindre velléité de l'opposition dans cette région. Donc, je peux vous garantir que ma propre mère vote RDPC, et c'est pour cela que ma tâche était bien difficile. Donc, tu n'as pas arrivé à convaincre maman à voter pour ton parti? Pas du tout. Donc, si je vous parle du cas de maman, ça voudrait dire que peut-être tout un village duquel je viens est le village de ma mère. Parce que mon père, lui, il arrive toujours de notre département, arrondissement de la région du Sud, de Biouambane, du côté de Ngouazip, chez l'ancien ministre d'État Ferdinand Léopold Yono. Là-bas encore, vous comprenez que c'est compliqué de faire rentrer le parti de l'opposition. Donc, et de quelle opposition s'agissait-il? Du MRC de Maurice Kamto. Le MRC présenté comme l'opposition radicale. Le MRC présenté, disons-le, comme l'opposition des Bamileke. C'est le discours qui m'avait été tenu, que moi, en tant qu'enfant Betty Boulou de la région du Sud, de l'Anvila, il n'est pas bon, c'était un crime de lèse-majesté que de faire entrer le parti des Bamileke dans cette région. C'est de cela qu'il s'est agi, c'est pour ça qu'on a fait feu de tout bois pour empêcher même qu'on puisse rentrer, pour tenir le meeting qui permettait qu'on puisse être installé et présenté officiellement. Donc, on n'a pas permis à mes amis politiques de l'époque de pouvoir accéder à cette région-là. Mais pour vous répondre, parce que vous avez demandé comment je me suis senti, c'était diversement. Vous voyez, je n'étais pas fondamentalement surpris, mais ils ont contribué plutôt à faire un peu de publicité, non seulement au parti politique MRC en question, mais également à la personne et à la personnalité que j'étais. La preuve, c'est que jusqu'aujourd'hui, vous me ramenez cette actualité qui me colle à la peau pratiquement, parce que l'histoire retiendra, et à travers la plupart des réactions qui avaient été émises à l'époque, même depuis le temps de Abel Eyinga, qui avait été le premier véritable grand opposant de la génération de Paul Biya, et qui est revenu avec son parti, la nationale, pour l'implanter là-bas au Sud. Lui-même, Abel Eyinga, de célèbre réputation, paix à son âme, n'avait pas réussi à réaliser ce que nous on a pu faire, parce qu'on a vraiment fait un peu comme je veux dire un peu d'insurrection même à la limite, en disant que bon, si nous on ne peut pas rentrer dans cette région là, eh bien personne ne rentrera, et on a quasiment bloqué l'entrée de la ville pour donner un signal fort de ce que, regardez à travers le monde, comment est-ce qu'on ne peut pas circuler librement dans son pays pour faire de la politique. Ce n'est qu'un jeu, après tout, la politique, au niveau des idées. C'est à cela que ça doit se décider. Donc, lorsque finalement je suis rattrapé par cela, et qu'il y a eu un ensemble de démarches pour me ramener un peu à la raison, je pense que le regret fondamental que j'ai aujourd'hui, c'est que nos frères compatriotes n'arrivent pas à se sortir ce type de considération dans leur esprit, parce qu'on ne peut pas en même temps continuer d'accepter tout et n'importe quoi. Vous savez, il y a là-bas, le RDPC fait ce qu'ils veulent, tout et n'importe quoi. On a dû reconduire un monsieur, député à l'Assemblée nationale du RDPC, qui avait déjà fait 3 mandats. Quand vous faites 3 mandats, vous n'êtes plus habilité à vous représenter. Mais le représentant, personnalité ressources du RDPC dans la région, a dû imposer encore le député, l'honorable Jean-Jacques Zam, pour qu'il aille faire un 4e mandat. Donc ça veut dire que même dans le rang du RDPC, ils n'ont pas la faculté de pouvoir changer la donne, et c'est ça qui moi me désole aujourd'hui. Donc les gens comme nous, on est plutôt regardés avec des chiens de faïence, comme des chiens de faïence, parce qu'on pense plutôt que nous sommes les ennemis de la nation, les ennemis de la région, que non. Bien plus tard, les gens se rendront compte qu'en réalité, les véritables ennemis, c'est ceux-là qui, présentés comme des élites, à qui Paul Biya a tout donné entre leurs mains pour qu'ils puissent enclencher le développement de leurs frères, petits frères et autres de cette région-là. C'est eux qui sont aujourd'hui les véritables fossoyeurs des velléités de développement de la région, je veux dire du Cameroun tout entier. Que réponds-tu aux gens qui pensent que tu es incohérent dans ta démarche politique?
J'ai pas bien compris. Hein? Réponds-tu aux gens qui pensent que tu es incohérent dans ta démarche politique? Incohérent. Oui. Incohérence en politique, bon... Tu es parti tu étais avec le mouvement Now de Akeré Mouna en 2018. Tu as quitté Now pour être le porte-parole de Franklin Defort, et quelques mois après, c'était dans le MSC. Tu nous avais dit ici que en off que tu discutais avec Bello Bouba Maïgari, tu voulais entrer dans ce parti politique, mais après on t'a vu dans le MSC. Très bien. Alors, bon, de gauche à droite et tout ça. Peut-être pour refaire un tout petit peu d'histoire, je pense que je l'avais déjà indiqué à l'époque d'ailleurs, hein, l'incohérence et peut-être l'instabilité qui m'est souvent reprochée même dans le choix des différents médias auxquels j'ai appartenu, oui. C'est quelque chose que je n'arrive pas à comprendre de la part des Camerounais. Il faut quand même qu'on arrive à se dire que le monde dans lequel nous évoluons est dynamique. C'est quelque chose. Moi, je suis une boule d'énergie. J'ai envie tout le temps de me renouveler. Bon, pour répondre à la question sur le plan politique stricto sensu, je le répète, en 2018, j'avais envie simplement d'accompagner. Donc, en tant que porte-parole, j'étais payé pour cela. Et je vais vous dire, au niveau des éléments de langage, sur les contenus des programmes, des projets de société et tout, il n'y avait pas la grande différence, que ce soit chez Ndam Joya, que ce soit chez Serge Espoir Matomba, que ce soit, j'allais dire, chez Franklin Defort, Akeré Mouna, Maurice Kamto. Tous, on avait à peu près le même discours, c'est-à-dire changer le Cameroun en mettant l'homme au centre des préoccupations. Ça revenait dans la plupart des discours. Ça veut dire que le problème du Cameroun aujourd'hui, ce n'est pas de dire que vous allez apporter un grand projet de société, parce que d'ailleurs le programme pour le libéralisme communautaire du RDPC, je ne pense pas malgré qu'il ait été bien libellé et bien rédigé par des experts, je ne vois pas comment est-ce qu'il est implémenté, parce que si on en fait les bilans aujourd'hui, vous regardez vous-même dans quel état désastreux le Cameroun se retrouve aujourd'hui, alors qu'il y a un bon programme. Donc pour dire que le problème n'est pas là à ce niveau-là. L'incohérence ne peut pas être excipée ici en ce qui me concerne. Lorsque j'ai choisi d'accepter l'appel du bâtonnier Akeré Mouna, c'était un honneur pour moi, parce qu'Akeré c'est du très haut niveau à l'international, c'est un des tout meilleurs experts que nous avons sur la scène internationale qui est consultant. Akeré ne fait pas 2 jours au Cameroun, il est tout le temps dans les avions, hein. Pour l'attraper, c'est pas facile, pour l'avoir au téléphone. Pour moi, c'était quelque chose de vraiment avantageux de passer du temps à côté de lui, même si c'était 2, 3 ou 4 ou 5 mois, c'était beaucoup, c'était extrêmement enrichissant, parce que je le rappelle, c'était du très haut niveau, parce que Akeré, c'est vraiment, avec les chefs d'État, les anciens chefs d'État, la Banque mondiale, la BAD et tout ça là, donc il est hyper surchargé. Donc pour moi, lorsqu'il est venu me chercher avec ses équipes, lorsque j'excellais à Equinox Radio-Télévision, c'était déjà une bonne chose de dire, ce monsieur, il est en mesure, en capacité de booster un idéal de changement pour ce pays. Passé cet épisode, parce qu'il y a eu quelques dysfonctionnements en interne, je me suis retrouvé au cours de la même campagne avec un personnage... Est-ce qu'on avait eu un problème avec Paul Maël? Je crois que tu m'avais posé la même question la dernière fois. Je pense que problème particulièrement, non, je crois que le problème pour moi c'était avec l'équipe même autour de Akeré. J'étais pas. Moi, je suis quelqu'un qui ne reste pas lorsque il n'y a pas de respect vis-à-vis de ma personne. Je crois qu'il faut qu'on commence à respecter les contrats qui sont passés. Moi, je suis arrivé comme responsable chargé de la communication externe, porte-parole du bâtonnier Akeré Mouna. Donc, s'il y a de nouvelles recrues dans la maison, il faut bien qu'on leur trouve. Il fallait bien qu'on leur trouve de nouvelles occupations. Donc, moi, je me suis retrouvé un tout petit peu encerclé. Donc, c'était pas une querelle de personne fondamentalement. Okay. Voilà. Donc maintenant, après Franklin, moi je suis allé vers lui pour qu'il me donne la possibilité de terminer le job au cours vers Franklin. Tout à fait. Moi-même je suis allé vers lui et il a immédiatement ouvert les portes en se disant qu'il était plutôt chanceux d'avoir une personnalité médiatique de mon niveau. Et vous avez pu voir, Franklin Defort n'était pas bon dernier dans cette campagne. Parce qu'on a mis les choses. Moi, j'ai écrit, je suis arrivé, il n'y avait même pas de projet de société en langue française. C'est moi qui ai rédigé personnellement, avec mes propres éléments de langage, je peux le révéler aujourd'hui, le projet de société de Franklin Defort. Avec son accord. Avec son accord, bien sûr. Et j'étais chargé de le répercuter à travers tous les médias. C'était une très belle expérience également. Donc, passer cette étape-là, il fallait donc maintenant choisir de devenir acteur politique au sortir de cette campagne de 2018. C'est comme cela que j'engage des discussions avec Bello Bouba Maïgari, effectivement. On avait pratiquement déjà tout bouclé et je devais en être le représentant régional dans le Sud dans la perspective des prochaines élections législatives et municipales. Il n'y a pas eu de soucis à ce niveau-là. Et je crois d'ailleurs que j'ai eu beaucoup de regrets. Il s'est simplement passé que... Est-ce qu'on va rentrer ici, après cette émission, que non, c'est avec l'UNDP. Il s'est donc passé que
les sympathisants et militants du MRC qui ont eu l'information que j'étais en train de choisir un autre parti, m'ont fait pratiquement une cour assidue, j'étais pratiquement même harcelé, de dire, monsieur, vous serez un peu mieux ici chez nous au MRC que là-bas. Et quand j'ai mené ma propre réflexion en instant, j'ai pris la décision tout seul dans une soirée. Mais Kato, oui, je me suis dit, le langage du football, oui, unilatéralement, j'ai choisi d'aller au MRC. Là où c'était les raisons qui ont animé cette décision de Sam Severango? D'abord parce que je considérais qu'il y avait vraiment lieu de faire quelque chose de très très fort, parce qu'on ne peut pas aller au combat de ce système-là avec les mains mortes. Voyez-vous, l'UNDP, qui est un grand parti, avec qui j'entretiens toujours de très bonnes relations, était déjà en alliance avec le RDPC. Donc c'est bien compliqué, vu mon tempérament et mon positionnement, d'adhérer à l'UNDP. Même si à ce niveau-là, il faut que les Camerounais le sachent. Moi j'avais quelques facilités que je devais obtenir avec un poste de travail dans un grand établissement de la place, sur recommandation du ministre d'État, mais également des facilités financières au niveau de la campagne et politique, c'est-à-dire qu'il devait mettre à ma disposition des moyens pour mener campagne. Maintenant, j'ai laissé tomber si j'étais candidat avec l'UNDP. Tout à fait. Maintenant, j'ai laissé passer ces opportunités mirobolantes pour aller à un endroit où d'abord on ne me donnait rien du tout, c'est moi-même qui mettais la main dans la poche, pour aller à un endroit où je devais prendre des coups, pour aller à un endroit où finalement je n'avais aucune garantie d'avoir un boulot, pour aller à un endroit où je faisais du sacrifice. L'entrée au MRC, c'était ça. C'est ça la politique, en réalité, véritablement. Et c'est pour cela que je dis, bon, je n'ai pas rentré en politique parce que je n'ai pas de regret forcément. Mais il faut pas se cacher également, on entre en politique, il faut les moyens pour faire la politique. Parce que vous avez besoin de moyens pour vous déplacer. Vous avez Maurice Kamto et ses équipes le savent, on ne fait pas la politique simplement en venant parler à la télévision. Même pour arriver à la télévision, pour que j'arrive à cette émission, il a bien fallu que je puisse me déployer voilà, par les moyens. Aller à la rencontre des militants, les convaincre, il y a un minimum de choses qu'il faut avoir. Ces choses-là n'avaient pas été mises à ma disposition. Raison pour laquelle tu es parti du MSC? Non, ce n'est pas la raison. Non. Je pense que pour l'instant, d'ailleurs, je prends juste une pause. Je pense que si l'occasion m'est donnée de revenir en politique dans les années à venir, sait-on jamais, j'aurai le choix soit de rentrer au MRC ou alors peut-être une autre opportunité. Mais en réalité, je ne suis pas parti du MRC pour l'instant fondamentalement parce qu'il y aura eu une désaffection quelconque particulière. Non. D'ailleurs, je crois que j'ai rencontré Maurice Kamto il y a quelques semaines à son domicile de Santa Barbara à Yaoundé. On a eu un échange franc en présence du docteur Oko Apollinaire où on s'est accordé sur un ensemble de choses et je pense que il n'y a pas de nuages. Je n'ai pas de regrets fondamentalement. On a permis avec mon entrée dans la région du Sud de faire bouger les lignes et aujourd'hui c'est un souvenir que je garde. Ça c'est parce que ça, on peut se dire on prend de l'âge. Est-ce que tu as été animé aussi par cela? On prend de l'âge, il faut faire autre chose avec sa vie si ça ne marche pas en politique. Bon, non, forcément, non. Vous savez, moi, je fonctionne dans les élections municipales et législatives. Vous avez le parti n'est pas allé, le MSC n'est pas allé à ces élections-là. Et on a vu beaucoup de personnes qui sont parties du MSC à cause de cela. Oui, bon, je ne peux pas m'en cacher, nous étions quelque peu déçus, je faisais partie de ceux qui, à l'image de Célestin Djamène, Maître Ndoki, Olivier Bibounissa, et même certains qui ne veulent pas se dévoiler, même comme le troisième vice-président, Maître Emmanuel Sir. Ça fait partie pour lequel Sam Severango est parti du MSC. Non, il faut pas me tirer les verres du nez là-dessus. Moi, le soir de l'annonce de la décision de ne pas aller aux élections, j'étais l'une des personnes vers qui Canal 2 International a envoyé ses équipes, ses caméras pour m'interviewer. Je l'ai dit le même soir, ça avait été diffusé. Je l'ai dit que nous on était déçus dans la région du Sud parce qu'on était bien parti pour remporter à minima des conseillers municipaux et même au moins un poste de député. On avait les outils pour cela. Et forcément, ce changement était très très attendu de ce côté. C'est pour cela que personnellement, moi qui avais fait le choix d'abandonner la communication pour rentrer en politique, j'étais véritablement fondamentalement... Tu as fait savoir, Maurice Kamto,
Oui, bien sûr, je crois qu'il le sait d'ailleurs. Il sait que il y a eu quelques destins qui avaient été brisés ou bien stoppés. Maintenant, les éléments de langage qui nous avaient été donnés pour aller à la rencontre des militants et sympathisants pour leur expliquer le pourquoi du comment. Moi, je faisais partie avec le professeur Alain Foguet et Dr Oko de la campagne des personnes qui sont allées dans la région du Sud leur expliquer pourquoi est-ce qu'on n'est pas allé aux élections. Donc, vous voyez qu'il y avait quand même là un respect de ce qu'on appelle la discipline du parti. Est-ce que s'il y a un retour en politique que Sam Sivera-Ngo va créer son parti? Bon, l'idée n'est pas à exclure véritablement. J'étais déjà tenté à l'époque, je vous l'avais dit, de créer plutôt un mouvement qui pouvait cristalliser beaucoup de force chez la plupart de ceux qui pourraient adhérer à ce mouvement-là, avec même les gens de la diaspora qui sont nombreux. Mais pour l'instant, je crois que les conditions ne sont pas réunies. Tous, moi, je vais vous le dire très clairement, pour faire de la bonne politique au Cameroun, tout est complètement verrouillé. C'est difficile de tenir un meeting lorsque vous n'êtes pas complètement en phase avec les pouvoirs publics. C'est difficile aujourd'hui d'avoir une manifestation. C'est difficile d'aller faire cette politique si vous n'êtes pas financé véritablement. Et pour cela, il va être encore plus difficile d'aller combattre un système qui s'est fossilisé aux affaires durant plus d'une quarantaine d'années aujourd'hui. Parce que l'affaire n'est même pas simplement autour du président Paul Biya. Je crois qu'il faut voir le régime RDPC à la suite de l'UNC comme quelque chose dont nous avons hérité de la colonisation et qu'il est complètement compliqué aujourd'hui de s'en débarrasser. Il va falloir, comme peut-être ça s'est produit en Afrique du Sud, avoir de l'espoir pour que radicalement il y ait une refondation. Ce n'est pas un travail de courte durée. Il faut aller dans le fond. Il va falloir qu'au niveau des forces de changement, réunir les forces de l'opposition, il y ait une réelle volonté d'aller parler tout droit, de regarder tout droit dans la même direction. Je crois que c'est ce qui manque un peu aujourd'hui aux forces dites de changement émanant des milieux politiques de l'opposition. Moi, j'y suis allé en pensant que les choses sont assez sincères, assez saines et que on a vu que ça n'est pas naïf. Voilà, j'étais un tout petit peu naïf. Voilà, je pense qu'il faut le reconnaître. Parce qu'aujourd'hui, les choses qui sont visibles à l'œil nu en politique, véritablement, il y a beaucoup de choses qui se passent plutôt la nuit. Sam Sivera-Ngo, on a vu quand même, on a lu quelques réactions des militants du MSC, certains militants du MSC qui t'ont critiqué, insulté pratiquement. Oui, parce que tu as déclaré que c'était bon. Bon, je peux pas leur en vouloir pratiquement. Vous savez, il y a quelques fanatiques. En réalité, il y a le phénomène du fanatisme. Je ne veux pas reprendre ici des expressions qui leur collent à la peau, parce qu'il ne faut pas non plus attiser le feu, mais c'est quelque chose de compréhensible. Ça peut relever d'une espèce de déception. Parce que moi, je me rappelle, le jour où j'avais annoncé mon adhésion avec une petite phrase sur ma page, c'était une véritable fiesta dans le monde entier. Il y avait beaucoup d'applaudissements. Donc, forcément, vous choisissez cette partie, donc complètement, vous savez que ça peut générer quelques déceptions. Mais je peux comprendre cela. Lorsque vous avez le statut de personnalité publique comme vous et moi, déjà, il faut s'attendre à ce que vous ne soyez pas aimé par tout le monde. Moi, je n'ai pas la prétention de dire que je vais amasser tous les fans du monde ou bien que je serai compris par tout le monde. Parce que même Jésus, qui était Dieu, c'est-à-dire qui était quelqu'un de pratiquement irréprochable, n'avait pas réussi à se faire aimer par tout le monde. Donc il faut déjà qu'on se le mette dans la tête en se disant qu'on ne peut pas être quelqu'un qui reçoit l'assentiment de la majorité ou bien de la totalité de ceux qui te suivent. Ça, il faut être préparé à cela et il faut avoir notamment la bonne jugeote et l'aisance pour pouvoir transcender cela et ne pas prendre les choses au premier degré et se dire que finalement on a choisi d'être dans l'espace public et il faut savoir encaisser les coups. Sam, c'est vrai, la dernière fois que tu as rencontré Cabral, ton ami, c'était quand? Mon ami, Cabral, Libye. Bon, déjà, si je ne sais pas s'il peut être considéré comme un ami. Parce qu'effectivement, les amis, ça se fréquente, les amis, ça se respecte. Donc, ça veut dire que Cabral ne te respecte pas? Bon, je ne voudrais pas faire cette querelle de personnes, mais je pense qu'il n'y a pas de sa part, il n'y a pas eu la loyauté de sa part. Il a été vite rattrapé par... Pourquoi tu dis ça? Il n'y a pas eu de loyauté, il a été rattrapé par des hordes d'abrutis autour de lui qui sont venus lui faire savoir qu'il était devenu roi et que personne n'a rien fait pour lui auparavant. Je pense que c'est la malhonnêteté intellectuelle. Ce n'est pas dû, parce que j'en connais quelques-uns qui sont tombés sur moi. Bon, ils vont recommencer leur petite besogne, mais
moi je rigole pratiquement parce que le travail qui a été fait autour de ce personnage, lorsque j'étais à la radio, à la télévision, je pense que je ne vais pas le regretter. Je suis heureux d'avoir contribué à l'élévation d'une personnalité qu'il est devenu, mais je l'ai indiqué, ce n'est pas ce qu'il est devenu aujourd'hui qui était au programme, à la limite. Donc, c'était pas pour qu'il puisse hériter d'un slampontin de poste de parlementaire. C'était vraiment pour un très grand destin et je suis pas. Mais il a été invité sur ce même plateau, sur Polémicus, et il a dit en regardant cette caméra que non, tu n'as rien fait pour lui. Bon, il faut aller donc lui demander, il faut demander aux auditeurs et téléspectateurs, c'est précisément pour ça. Tu as Bamenda, et que tu lui as posé une question, il a répondu, c'était tout. Oui, c'est de la malhonnêteté intellectuelle s'il n'a pas pu le reconnaître. Monsieur était consultant au téléphone de mon émission. L'émission Bonjour chez vous, c'est moi qui suis venu la relever et lui donner, je veux dire, la grosse notoriété qu'elle a pu obtenir en termes de matinale information et divertissement. Et j'avais su mettre en place quelque chose qui était très très beau. Et lui, avec la pertinence aussi de ses analyses, qu'il faut reconnaître, au téléphone, il était devenu un grand monsieur de cette émission. On l'a préparé ensemble. La veille, je lui faisais parvenir le sujet. Je lui disais, Cabral, tu vas parler de tel sujet, suivant tel ou tel angle. C'est moi qui dirigeais l'émission. Donc, quand on vient de dire que oui, c'était juste, il présentait juste l'émission, et puis, bon, non. À la limite même, non, on était content, on était fiers d'avoir quelqu'un qui peut être comme Emmanuel Macron en France. Et Kinox, même au-delà de ma petite personne, avait complètement embrassé ce projet. Donc, et par la suite, je vais vous dire, parce que ça arrive toujours comme ça, chez ceux qui ne sont pas préparés à la gloire et au très grand succès. Très vite, quand ils parviennent à atteindre le sommet, ils pensent qu'ils sont arrivés, ils ne veulent plus reconnaître les gens qui les ont aidés à se hisser au sommet. Et c'est pour cela que c'est une belle leçon de vie également. Que ces personnages viennent vous dire que je n'ai jamais rien fait, moi, Sam Sévérin, en gros pour lui, moi je dis vraiment, véritablement, c'est proprement ahurissant. Moi je suis toujours en train de reconnaître les gens qui m'ont aidé à devenir ce que je suis devenu au fil des années, que ce soit dans la communication. Je sais la personne qui m'a tenu par la main pour me faire obtenir mon premier poste de journaliste dans un quotidien privé, presse écrite. Ce personnage s'appelle, il est honorable député très respectable, par contre, Peter William Mandio. Il était journaliste, directeur de publication du journal L'Indépendant. Voilà. C'est Peter William Mandio qui me fait venir à Douala dans les années 94-95. Il me présente à Benjamin Zébazi. Et Benjamin Zébazi, de West Littoral, mais il avait d'abord le quotidien, le Challenger, c'était un grand monsieur de la presse. J'ai découvert les délices de la presse écrite chez monsieur Benjamin Zébazi. C'est mon père spirituel dans la presse, je peux le dire, mais recommandé par Peter William Mandio. Par la suite, il y a eu monsieur Henri Sac de TV Max, avec la recommandation de David Mayebi de Regretter Mémoire, qui était son ami. Monsieur David Mayebi m'a recommandé à Henri Sac, qui m'a pris pour commencer la télévision chez lui, et j'ai fait l'émission L'Air de Jeunes Sport avec un monteur de CRTV qui s'appelait Boniface Donfac. Il faut se rappeler des gens qui vous ont aidé sur votre parcours. Et puis sont intervenus tour à tour monsieur Eric Fotso, Emmanuel Chatieux, madame Colette Chatieux sur mon parcours. Et puis il y a lui madame Dinali, qui est votre patronne aujourd'hui, qui est une grande dame, qui a été l'une des toutes premières personnes à reconnaître, à célébrer mon talent. Parce que lorsque j'ai choisi d'arriver à LTM Télévision à l'époque, madame Dinali n'avait pas hésité à publier cela sur tous les toits. Elle a pris la trompette pour dire « Dieu m'a envoyé Sam Sévérin Ngo, c'est un grand monsieur de la communication. Comment vous pensez que je puisse oublier un tel témoignage ?» Mais il faut faire attention avec ceux qui pensent que arriver quelque part, encore que je ne sais pas là où ils sont arrivés, ils doivent oublier les personnes qui les ont aidés à arriver. Bon, tant pis pour eux, ils auront des comptes à rendre, tout simplement. Tu as cité le feu Maïbi tout à l'heure. Est-ce que tu as eu des problèmes avec lui jusqu'au point où la police a intervenu lors d'une émission? Oui, mais c'est ce problème. C'est un souvenir triste et malheureux, oui. Parce que le feu David Mayebi, on avait une relation même déjà intime avec son épouse, madame Alliance Mayebi, que je salue au passage si elle me regarde. C'était des liens de famille, donc il était un peu comme le parent, donc à la limite, en tout point de vue. Donc lorsque je vais en France à la Coupe des Confédérations,
FIFA 2003. C'est lui, vous voyez que moi j'oublie pas les souvenirs, qui me permet de rester au 9e arrondissement hôtel du Léman, rue des Trévises. Donc je découvrais la France à travers lui. Nous sommes partis à l'espace Léonard de Vinci autour des Lions Indomptables. Il était auprès de l'équipe nationale de football. David Mayebi m'a permis d'être l'impresario à titre bénévole de l'équipe nationale de football. Je me rappelle à un endroit où pendant la Coupe des Confédérations, vous avez la presse du monde entier. Moi j'avais le micro. J'avais le micro à l'hôtel La Reine Astrid de Lyon en France, lorsque la veille du match qui devait nous opposer, le match où on perd Marc Vivien contre la Colombie, c'est ça. C'est toujours moi qui animais la conférence de presse. Marc Vivien Fouet n'était pas descendu, c'est juste pour un rappel, en conférence de presse parce qu'il se sentait déjà mal et après il devait faire l'équipe nationale devait faire le voyage de Saint-Étienne à l'Étra. C'est comme ça que ça s'appelait. Donc c'était grâce à Mayebi que j'ai pu découvrir toutes ces paillettes là, si je peux me dire, jusqu'en Tunisie. On va ma première Coupe des Nations en Tunisie. Je vais en Égypte également. On est ensemble. On a fait beaucoup de choses au niveau de. Mais vous avez fait beaucoup de choses. C'est bien de le reconnaître. C'est bien de le reconnaître. Mais après, tu as animé une émission où tu es un peu... Ici même, le talk du sport. Il y a eu une incompréhension parce que j'étais déjà un tout petit peu, si tu veux, en désaccord avec lui. J'étais parti à Yaoundé et il n'était pas d'accord pour que je puisse quitter Douala pour Yaoundé. Mais moi, j'étais déjà un tout petit peu, un peu comme émoussé par ce que je faisais à Douala et j'ai eu l'opportunité d'être affecté à Yaoundé justement par Madame Dinali comme représentant de LTM là-bas. Ce n'était pas du goût de David Mayebi. Et maintenant, puisqu'il y avait déjà quelques dissensions, donc quand je reviens à Douala, je revenais quand même à Douala tous les mardis faire mon émission de sport et au cours d'une de celles-ci, j'ai eu à inviter du monde et on a évoqué, on a un peu bousculé l'ambassadeur Roger Mila au cours de cette émission. Et David Mayebi et Roger Mila étaient des personnes très très liées. Donc ce n'était pas David Mayebi qui était en cause au cours de cette émission. Vraiment pour l'histoire, c'est une belle anecdote. Mais simplement, les gens qui sont toujours très très prompts à rapporter des choses. Mayebi n'était même pas au Cameroun ce soir-là parce qu'il voyageait beaucoup. Lui on dit attention ton fils et a commencé déjà à vouloir tirer sur toi. Et c'est à ce niveau-là que la machine a été mise en place. Donc il y a eu quelques malfrats déguisés sous, on va dire, sous des airs de communicateurs également, qui s'en sont pris à moi au sortir de cette émission, effectivement. Et c'est comme ça que l'affaire s'était emballée, et puis il y a eu l'intervention des forces de police et l'intervention du couple du Congo. Vous étiez présent aussi. Bon, oui, il y a eu beaucoup d'interventions comme ça arrive toujours, hein, mais par la suite, mais je crois que cet incident a contribué à véritablement détériorer nos rapports jusqu'à sa mort. Voyez-vous, je n'ai même pas pu assister à ses obsèques parce que les portes m'ont été fermées. Je ne sais pas trop qui avait donné l'ordre. C'est bien triste que les choses en soient terminées à ce niveau-là. Mais j'ai une pensée particulière pour toute sa famille jusqu'aujourd'hui parce que c'est un grand monsieur du football. Je pense notamment à l'épouse, mais à quelqu'un comme Jocelyn, son fils, footballeur, et bien d'autres, effectivement, que je n'ai pas eu l'opportunité de rencontrer. Ça, on va prendre la transition de temps pour Gaël de s'installer ici, dans sa rubrique Intimité. Transition. Bonsoir Sam Severango. Bonsoir Gaël. Pour détendre l'atmosphère, on choisit le tutoiement ou le vouvoiement?
Oui, on peut se tutoyer, il n'y a pas de souci. D'accord. Alors, avec moi, on va parler de ton jardin secret, de ton côté rose, ou encore de ton carnet rose. Ça dérange? Bon, je ne sais pas s'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, mais bon, je serai obligé de jouer le jeu. D'accord. Alors, on va parler, qu'est-ce que Sam Séverin pense du mariage? Bon, le mariage... c'est une institution, c'est quelque chose qui est institué par les hommes et par Dieu. Et lorsque vous avez la chance de faire un bon mariage, je crois que tout votre bonheur dépend de là. Et je pense, pour aller très très vite sur la question, je pense pouvoir dire que ça dépend beaucoup de la femme. La réussite d'un bon mariage dépendra beaucoup de la femme, de ses qualités, de ses valeurs intrinsèques d'abord, de ses qualités spirituelles, parce qu'aujourd'hui, moi je suis un peu chrétien aussi, sans être complètement irréprochable. Je dirais, les qualités qui sont rattachées à l'esprit sont celles-ci: la bienveillance, la piété bien sûr, mais également la douceur, la compréhension, le sens de la maîtrise de soi également. Donc ce sont toutes ces choses-là, si elles sont contenues en une femme, vous serez un homme heureux de croiser ce type de femme-là. En plus, évidemment, je ne vais pas m'en cacher, il faudrait d'abord qu'elle soit une femme que vous aimez, de par même sa stature physique également, parce que ça se joue à ces niveaux. Lorsqu'on parle d'un couple où doit intervenir l'intimité, il faudra nécessairement qu'il y ait de l'alchimie à ces niveaux-là. Donc, il faudra beaucoup de respect, de loyauté dans ce couple. Donc, le mariage est bien, mais je pense que de nos jours, c'est une institution qui est de plus en plus galvaudée. Parce que nous sommes, la plupart des hommes de la terre, désormais, plus portés vers des choses qui sont anachroniques, qui ne sont plus en harmonie avec ce que Dieu a demandé de faire. Parce que par rapport à ce mariage, l'une des valeurs auxquelles moi je suis attaché, c'est la soumission de la femme. Et la soumission de la femme ici ne voudrait pas dire forcément que l'homme va se contenter de piétiner cette femme-là. Mais la soumission de la femme voudrait simplement dire que la femme, à un moment donné, quel que soit le niveau d'exacerbation du conflit, prendra toujours sa place. Dès qu'elle se rabaisse, vous voyez, nous les hommes, on est assez faibles face à une femme qui pleure, par exemple. Face à une femme qui s'abandonne. Face à une femme, quels que soient les moyens qu'elle peut avoir, si elle vous donne ce respect-là, c'est vraiment ce que moi j'appelle soumission. Mais je voudrais savoir aussi, Sam Séverin, est-ce que c'est une fin en soi? Est-ce que le mariage est une fin en soi? Bon, c'est une question qui revient très souvent, mais c'est une question bien camerounaise. Mais je dirais c'est vraiment un idéal atteignable, qu'il faut atteindre nécessairement pour tout le monde. Si vous n'avez pas cette chance-là, je pense que vous aurez de la peine à pouvoir... j'allais dire, bien vous réaliser. Hein. Bon. Maintenant, il y a des personnes qui sont dans l'indépendance d'esprit. Bon, peut-être tant mieux pour eux, mais je pense qu'il vaut mieux essayer de ne pas être, j'allais dire, dans l'instabilité, en amour. Donc forcément, il faut appartenir à une personne. Vice-versa, que ce soit pour la femme ou pour la femme. Sans être marié. Bon, sans être marié, maintenant, ça dépend de la nature du couple. On est encore bien en Afrique, hein, ici au Cameroun. On a bien nos us et coutumes. Et je pense qu'on n'est pas encore dans les sociétés occidentales où tout est permis, où vous avez là-bas des unions de type homosexuel, où vous avez ce qu'on appelle des pax et tout cela. Bon, comment rester en couple sans être marié? Je pense que si vous avez suffisamment rassemblé des raisons qui vous permettent de penser que vous vous entendez bien, que vous êtes en harmonie, je pense qu'il faut choisir d'officialiser la chose. En revanche, et c'est très important, prenez bien le temps de vous assurer que la personne avec qui vous avez envie de signer ce papier-là est la bonne personne. Parce que ça peut être complètement la catastrophe lorsque vous n'avez pas pris le soin de bien choisir la personne. Généralement, dans des églises, on prend une période probatoire de 6 à 12 mois qui est recommandée, mais je pense même que c'est bien peu. Il faut même, je veux dire, aujourd'hui, élargir le nombre. Tout à fait. Pour bien que les futurs époux prennent le temps de
s'apprendre. Et que les deux familles également, parce que c'est le mariage aujourd'hui en Afrique ne concerne pas que les deux époux. Hein. Je pense, même en Occident, les familles se fréquentent. Parce qu'il faut qu'on arrête de vous faire croire que chez les Blancs, les familles ne sont pas souvent concernées. Hein. Les deux familles des deux époux se fréquentent généralement et il faut nécessairement qu'il y ait une entente entre les deux. Lorsque, en revanche, il n'y a aucune entente au préalable, lorsque vous n'avez pas pris le soin d'associer les différents membres de vos familles pour avoir leur bénédiction, je crois que c'est une relation maritale qui sera vouée à l'échec. Alors, est-ce que Sam Séverin a été ou est marié actuellement? Est-ce que vous avez été ou alors est-ce que tu as été ou alors tu y es marié? Alors, donc, tu es en couple, on ne sait jamais. Bon, disons que j'ai bel et bien d'abord déjà connu le mariage. Malheureusement, j'ai bien le sentiment que peut-être ça ne me réussit pas beaucoup parce que Dieu ne m'a pas permis d'aller au bout de mon union avec la belle jeune femme qui avait été mon épouse à l'époque, qui a été la mère de mes enfants, qui s'en était allée à un âge vraiment à peine 26, 27 ans, vous voyez. Donc, c'était un drame pour moi à l'époque déjà sur lequel je peux revenir pour la mémoire de Rachel, qui était donc l'épouse et qui a permis que je puisse rester avec des bien jolies jeunes filles aujourd'hui qui ont grandi. J'aurais bien voulu la voir assister à l'éclosion de ces enfants-là, parce qu'il y a la toute dernière d'ailleurs qui n'a pas l'image même de sa maman et qui a aujourd'hui, qui a 16 ans, qui a déjà eu son BPC et tout, et on lui montre seulement les photos. Donc c'est quelque chose que j'ai vécu assez difficilement, avec beaucoup de peine. Et lorsque d'ailleurs est intervenue cette disparition en 2008, de suite d'un accouchement difficile, je n'ai pas bien eu la chance de me relever. Hein. Donc j'ai eu du temps à pouvoir me refaire mentalement, mais heureusement j'avais quand même été bien entouré de temps en temps avec beaucoup d'amis et beaucoup de soutien et de la famille et ses enfants même également. Donc beaucoup d'années sont donc passées, donc j'enchaînais une relation une après l'autre parce que je n'arrivais pas à trouver l'équilibre. Voilà, essayer de me retrouver. Bon. Et puis, il y a quelques années, je crois, il y a 2 ou 3 ans, est intervenue une union qui a débouché sur la signature d'un autre acte de mariage ici au Cameroun. Mais là, il n'y a pas eu, j'allais dire, nécessairement toutes les précautions que j'évoquais tout à l'heure pour qu'on y aille. Donc ça s'était enchaîné très vite parce que c'était une rencontre virtuelle. On va dire que quoi, tu n'as pas bien étudié la femme avec qui tu allais à la mairie. On n'a pas eu le temps de bien s'étudier. Elle non plus n'a pas eu le temps de découvrir que j'étais le personnage que je suis, que j'avais les qualités ou les défauts qu'elle me reproche également. Moi non plus, je n'ai pas véritablement... Je me suis précipité parce que autour de ma famille, il y avait déjà beaucoup de pression. On estimait que je suis resté un peu longtemps, plus de 10 ans, dans le veuvage et que ça avait un peu trop duré. Il fallait forcément combler ce vide-là. Et à la limite, l'opportunité s'est présentée. Telle qu'elle s'est présentée, je crois que c'est une histoire qui est bien connue, et il y a eu en 2 semaines tout juste dès que la personne est arrivée au Cameroun, on a fait connaissance et nous sommes allés célébrer cela en présence de très peu de personnes. Donc on l'a fait en toute intimité parce qu'elle devait repartir, étant de nationalité française, il fallait bien qu'elle reparte, mais d'origine camerounaise. Donc il n'y a donc pas eu cette période de probation dans ce couple-là. Et c'est pour cela que je vis jusqu'aujourd'hui difficilement les choses. Au-delà de tout ce que vous savez qui est arrivé avec toutes les turbulences qui ont débouché même sur des actions assez mauvaises. Il y a eu par la suite donc quand même de la réconciliation, et cette réconciliation intervenue en présence de quelques personnalités de la place nous a permis de pouvoir repartir et essayer de maintenir le lien. Oui, on a vu, il y a un média en ligne qui a publié votre réconciliation, c'était là le jour de l'anniversaire de ton épouse. Qu'est-ce qui s'est passé avant? Est-ce que vous vous êtes réconciliés à la maison et puis tu as décidé de lui organiser un anniversaire? Est-ce que c'est parce que tu as constaté que, bon, au fil des années, c'était la bonne personne, peut-être tu t'es trompé sur le comportement, enfin peut-être tu t'étais trompé sur le comportement et tu t'es dit, au final, je peux rester avec elle. Donc du coup, on peut se réconcilier. Bon, on ne se réconcilie pas quand même par hasard.
Oui, disons d'abord, je dois rappeler la période, le mariage, l'acte de mariage a été signé avril 2019. Donc nous sommes à quelque chose de 2 ans et demi. Je crois que c'est pas, on n'a pas encore rempli même les 3 ans complètement. Donc malheureusement, il se trouve que comme nous n'avons pas choisi un lieu de résidence commun, parce que l'acte n'ayant pas encore été régularisé au niveau de la France, puisqu'elle est française, ça fait que ça complique les choses. On a la possibilité de se retrouver simplement lors de ces apparitions sporadiques en terre camerounaise. Et comme c'est quelqu'un de pratiquement indépendant, qui n'a pas forcément de leçons à recevoir, qui dicte sa loi, qui fait ce qu'elle veut, et qui se dirige là où elle veut, quand elle veut, ça rend les choses difficiles à ce niveau-là. Quand vous n'avez pas le contrôle du couple, ça fait que vous ne pouvez pas bien programmer les choses. Mais pour vous répondre à cette question, je dois le dire aujourd'hui, cette réconciliation est intervenue. Je crois, on l'avait préparée, elle était toujours en France, à la Côte d'Azur où elle réside. On l'a préparée minutieusement tout de même, dont elle est arrivée 3 jours avant au Cameroun, au mois de septembre dernier. Il s'agissait pour nous d'essayer de laver d'abord l'image, nos images respectives, effectivement, qui avaient été écornées et bafouées à travers les réseaux sociaux, et de réapparaître aux yeux du grand public, parce qu'on formait un couple. Mais est-ce que c'est important? Est-ce que c'est important tout ça pour le public? Est-ce qu'à un moment, on ne doit pas faire les choses pour soi? Est-ce que tu n'étais pas dit, je consolide d'abord ma famille, et non, comment est-ce qu'on va dire ça? Et non faire cela pour le public? Oui, je vois bien, c'est une belle approche, hein, je peux vous le comprendre, mais en réalité, avant d'arriver à la célébration, je crois qu'il y avait déjà eu un début de consolidation. Je pense qu'on n'a pas seulement convié du monde pour dire, écoute, venez nous célébrer. Il y avait déjà eu un modus vivendi, minimalement, on s'est accordé sur un minimum de choses sur lesquelles on devrait désormais cheminer. Par la suite, donc, pour poursuivre mon explication, c'était pour nous l'occasion quand même, parce qu'aujourd'hui, vous me posez la question, c'était important, mais c'était important parce que c'est important parce que quand ça se passe mal, là tout le monde reprend la chose, on partage les vidéos qui circulent et tout, mais maintenant quand on se réunit pour vous dire que ça va bien, vous trouvez que ce n'est pas important. C'est important. Non, on a l'impression aussi que vous vous fiez beaucoup plus au candidaton, c'est-à-dire que à un moment ce n'est plus trop la famille, mais on fait beaucoup plus les choses par rapport à la société, par rapport au public, par rapport aux amis. Est-ce que c'est normal tout ça? Est-ce que c'est important tout ça? C'est une question qui m'étonne de vous, parce que si je suis sur ce plateau, en train de parler même des questions qui relèvent de ma vie privée, c'est parce que je suis une personnalité en réalité. Donc la vie privée des personnalités intéresse les Camerounais, le grand public. Ce n'est pas nouveau, c'est pas quelque chose de camerounais. Et quand ça concernait donc effectivement ce qui s'était passé à l'intérieur de mon couple, on a vu comment cela avait été abondamment partagé, avec beaucoup de dérision également. Il y en a qui s'en moquaient. Bon, maintenant, quand on revient sur un bien meilleur jour, il faut bien que les gens sachent que oui, nous nous sommes réconciliés et que nous sommes un couple qui a besoin de renaître, et que finalement ça nous concerne tout simplement. Donc c'était plutôt une belle communication. C'était de cela qu'il s'est agi. Donc on a profité de son jour anniversaire pour essayer de rassembler quelques hommes politiques, journalistes, personnalités sportives et autres gens des médias. Voilà, donc je pense que sur ce coup-là, c'était pas très mal pensé finalement. Voilà, certainement, vous avez des grands-enfants. Là, je parle de Sam Sévérin et de madame. Vous avez des grands-enfants, mais on veut savoir aussi, hein, comment est-ce que les enfants perçoivent cette relation? C'est-à-dire que madame est de l'autre côté, le papa est ici, les enfants sont au milieu. C'est vrai, il y a eu cette dispute, ensuite la réconciliation, mais comment est-ce que les enfants perçoivent ce genre de mariage où les parents sont éloignés? Bon, disons, pour l'instant, peut-être c'est au sortir de cette émission que les choses pourraient se mettre en place dans le modèle que vous évoquez, parce que malheureusement, je dois le confesser, nous n'avons pas pu mettre en place effectivement ce type d'union qui est considéré comme couple recomposé. L'histoire ici, c'est que les enfants de madame ils sont un tout petit peu éparpillés. Il y en a qui sont au Cameroun, qui sont déjà des adultes reconnus, qui mènent leur vie. Il y en a qui sont en France, naturalisés, qui mènent leur vie. En réalité, les enfants de madame Geneviève ne sont pas
complètement, je veux dire, associée à notre histoire. C'est une personne, je vous ai dit, qui est une forte tête, qui fait ce qu'elle veut. Et si vous voulez tout savoir, ces enfants-là, principalement ceux du Cameroun, n'avaient pas validé cette union-là. Ils étaient même farouchement, je crois d'ailleurs jusqu'à ce jour, opposés à cela. Parce qu'ils trouvaient que leur mère, à son âge, vu son parcours, n'avait pas besoin de se remarier de nouveau avec quelqu'un qui vit au Cameroun, effectivement. Ils n'y voyaient pas quelque chose de bien. Et il y a eu un ensemble de choses pas du tout gaies à l'intérieur. J'en avais beaucoup souffert. En revanche, ceux qui sont en France n'y avaient trouvé aucun problème parce que c'est aussi une question de mentalité. Là-bas, chez eux, ils sont déjà pratiquement occidentalisés et ils considèrent que toute personne a le droit de refaire sa vie et de vivre assez librement. Donc, en ce qui concerne les enfants qui sont les miens, qui sont encore bien plus jeunes, je crois que elles, la plupart, parce que la majorité, elles sont des filles, n'avaient pas trouvé de souci à cela. Je crois qu'elles ont facilement adhéré d'avoir affaire à une belle-mère, une nouvelle maman qui arrive, de surcroît capable de leur permettre un épanouissement, à la limite, dans leur vie. Bon, mais au fil de nos disputes successives, parce que je dois quand même avoir le courage de le reconnaître, nous formons un couple de gens qui se disputent tout le temps. Et c'est pour cela que ça rend les choses difficiles pour les enfants, surtout ceux qui sont encore en âge adolescente. Et ça ne nous permet pas d'être complètement en harmonie. Effectivement, c'est pour cela, si vous avez un tout petit peu compris les vertus et les valeurs que moi je défends dans le cadre de l'institution mariage, je crois qu'il y a un ensemble de choses qui ne sont pas contenues dans l'union que vous évoquez. Et d'ailleurs, je ne pensais pas qu'on devait passer la soirée à parler de ça dans cette rubrique-là, parce que là, vous me donnez l'occasion de rentrer de plein pied dans le couple, et à ce niveau, je serais peut-être amené à dire des choses que je n'ai pas envie de dire aujourd'hui. C'est ça le problème. J'ai demandé si le mariage était une fin en soi. Parce que si on a pour habitude de se disputer, si on ne se comprend pas, si on n'est pas sur la même longueur d'onde, est-ce qu'on est obligé de rester ensemble? Bon, effectivement, à ce niveau-là, si on arrive à pouvoir se comprendre, je crois que il faut avoir le courage de se séparer. Mais vous savez qu'en matière de séparation, d'annulation, de divorce, il est bien compliqué lorsque l'acte a déjà été signé. Hein. Donc, il y a toujours quelques réticences et même les juges du tribunal ne vous encourageraient pas assez facilement à aller au divorce. C'est ça la difficulté. Quand vous y êtes, véritablement, on dit généralement, le choisir, c'est choisir. Mais je pense qu'il ne faudrait pas s'enfermer, effectivement, parce que la vie est bien trop courte. Lorsque vous ne vous sentez pas bien dans une relation qui vous pourrit la vie, qui vous empêche de dormir tranquille, je pense qu'aujourd'hui, même si vous êtes marié à l'église, même à l'église désormais, on peut dissoudre les mariages. Je crois qu'il y a des prêtres aujourd'hui qui le permettent. Et c'est pour cela que je serais peut-être tenté de penser que ce n'est pas une fin en soi finalement. Parce qu'on est là-dedans, on n'est pas heureux, on n'est pas libre, on est surveillé, on est épié, on n'est pas respecté. Et il y a autre chose également. Lorsque dans un couple interviennent la notion des biens matériels, les maisons, les voitures, les terrains et tout cela, les vêtements, les téléphones et tout, ça devient quelque chose de compliqué. Parce que ce patrimoine-là, pour des gens qui sont attachés à ces choses de la terre, dans les familles, ça crée un sacré problème. La personne avec laquelle je suis lié aujourd'hui, c'est une personne qui dispose d'un, on va dire, d'un minimum de moyens qui lui permettent d'être complètement à l'abri du besoin pour elle et pour ses enfants pour de très longues années. Donc, du coup, lorsqu'elle se retrouve en couple avec moi, les premières personnes à s'opposer à cela, ce sont les gens qui sont autour d'elle dans le cadre de sa famille. Et ça fait le souci. Et ils pensent que moi, je me suis retrouvé là-dedans parce que j'étais dans la course au bien matériel. Or, aujourd'hui, je ne suis aucunement attaché à tout cela, mais il faudrait, comme leçon à donner par rapport à tout ce qui, à la limite, les hommes ou les femmes, eh bien, mes chers hommes, ne pensez pas que si vous avez un peu trop d'argent et que vous allez choisir une jeune fille au village, ou bien une jeune fille, vous allez la chercher alors qu'elle est encore à l'école et vous en faites votre épouse, si elle supporte de longues années et qu'elle accepte de vous faire des enfants, un enfant, deux enfants, 3, 4, 5, voire 6 enfants, ne pensez pas que vous avez le loisir de la piétiner parce qu'elle n'a pas un grand boulot, parce qu'elle est ultra importante, c'est très important. Et vice-versa, pour les femmes également qui sont manifestement plus nantis, qui ont reçu beaucoup de choses de la part de Dieu, si ces femmes-là se retrouvent avec un homme qui est peut-être un peu moins nanti, qu'elles ne se doutent pas un seul instant que ce sont ces possessions-là qui font le mariage. Ou alors qu'elles vont utiliser cela pour manipuler la personne. Ça ne fonctionne pas comme ça chez certaines personnes. Chez certaines personnes, ça peut marcher, mais chez ceux qui ont
on va dire, quand même de la personnalité, je pense que ça ne marchera jamais. Et on pense que c'est votre cas. Bon, je ne sais On pas va si... considérer que c'est votre cas. Alors, vous êtes une personnalité publique, vous Ouais. êtes journaliste très connu, homme politique aussi, parce que vous avez été dans la politique. Sam Séverin-Ngo, est-ce que tu as déjà été piégé? Oui, forcément, piégé, oui, ça arrive tout le temps. Par qui? C'était des hommes ou des femmes? Bon, Ou alors des collègues? bon, maintenant, dans le sens de votre question, je ne sais pas également la nature du piège, hein, parce que quand on est... Je vais reformuler la question. Est-ce que Sam Séverin-Ngo a déjà été piégé par un homme qui n'a rien à voir avec la politique dans le but de le discréditer professionnellement? Bon, oui, je pense que quelquefois ça arrive qu'on reçoive des coups, j'ai reçu des coups de fil avec des propositions effectivement qui étaient de nature à me positionner sur tout un autre domaine. Il y a eu des pièges là-dessus et il y en a eu également, vous vous rappelez, au détour de la même histoire avec madame, à l'époque déjà dans une chambre d'hôtel de la région du Sud également. Donc là-bas, c'était également un sacré piège où je me suis retrouvé un peu dans un engrenage, voilà, parce que j'étais épié littéralement par quelques personnes qui étaient payées pour cela et je pense que l'objectif recherché était forcément de te porter atteinte à mon image aujourd'hui et c'est pour cela que je me réjouis d'ailleurs d'avoir eu le courage et la force de renaître de toutes ces choses-là, hein, qui étaient assez difficiles à vivre parce que c'est à la mode aujourd'hui, les personnalités publiques font l'objet de petits traquenards comme cela, de la part de petites personnes, entre guillemets, qui pensent que le meilleur moyen de les atteindre, c'est de faire en sorte que leur image soit écornée à travers un acte. Mais moi, je serais difficilement, on va dire, attaquable là-dessus, parce que je mène une existence saine et assez simple. Parce que moi, j'ai une hygiène de vie d'abord qui normalement m'interdit de trop être porté vers les mondanités. Moi, je suis pas mondain. Vous n'allez pas me retrouver en discothèque, en boîte de nuit, dans des choses difficiles. Vous n'allez pas me retrouver dans des balades inutiles. Donc, à ce niveau-là, proprement, je pense que les personnes qui seraient tentées de chercher à m'attaquer ou à me tendre quelques pièges que ce soit seraient plutôt mal inspirées aujourd'hui. D'accord, ça a été un plaisir de m'entretenir avec toi. Merci, moi également. Tu vois, je transpire un peu, mais je pense que c'est un échange assez enrichissant qui permet à ceux qui nous regardent. Effectivement, oui, je vais te laisser entre les mains du sénateur pour la suite de l'émission. Merci. On va prendre la transition. Sam Séverin, c'était comment avec Gaël? Bon, mais je crois que je m'en suis bien tiré, hein, je pense. C'était pas assez évident de rentrer dans... Tu étais mal à l'aise. Ouais, à quelques moments, parce que je ne souhaitais pas fondamentalement rentrer dans des sujets qui concernent la vie privée. Hein. Vous savez, c'est une expression à la mode. Quand tout un chef d'État s'en va en Europe, on dit court séjour privé en Europe. Donc on ne nous dit pas ce qui s'en va, ça relève de la vie privée finalement. Donc ça démontre que Sam Séverin respecte la femme. Oui, moi, j'ai beaucoup de respect pour la femme parce que d'abord, comme on le dit, c'est la mère de l'humanité. On a intérêt à avoir beaucoup de considération pour la femme. Je crois d'ailleurs que quand vous vous employez à ne pas respecter celle-ci, eh bien, il faudrait vous attendre à de très belles représailles. Hein. Donc, il y a le retour qui vous empêchera toujours d'avoir quelques difficultés dans votre cheminement. Surtout si celle-ci a été tout en amour avec vous, finalement. Donc, il faut véritablement éviter. Il y a un passage même qui est tiré des Écritures qui dit quelque part que il faut
jamais abandonner la femme de votre jeunesse. Par exemple, pour ceux qui sont très souvent tentés d'abandonner les femmes qu'ils ont connues dans les périodes de galère, pour parler trivialement, c'est quelque chose que Dieu n'aime pas du tout. Donc la femme qui vous a aidé à supporter, à traverser des moments difficiles, je crois que c'est toujours la meilleure femme qu'il faudra avoir dans sa vie. Donc pour cela, je pense qu'elle mérite beaucoup de respect. Et à ces femmes-là, il faut qu'elles apprennent à supporter aussi, parce que la plupart aujourd'hui sont beaucoup plus facilement, j'allais dire, atteignables, parce que elle vous voit avec un beau costume, parce que tu passes à la télé, sénateur. Oui. Mais lorsque vous n'avez pas la belle voiture, moi j'expérimente généralement cela, lorsque la belle voiture ne peut pas être disponible, ou alors que le porte-monnaie ne répond pas du tout, ou alors qu'il n'y a pas une activité au plan de la télévision et de la radio, vous avez très peu de monde autour de vous. Et lorsque vous commencez à briller, c'est à ce moment-là que vous êtes inondé de sollicitations. Ça également, c'est une bien mauvaise habitude de la part de ces femmes-là. Les femmes doivent bien se dire que la chose à rechercher auprès d'un homme, c'est l'homme lui-même en ce qu'il représente à l'intérieur de lui. Sam Sivran Angou, un petit commentaire ce qui concerne l'affaire Malika Martin Camus Mim et Teki. Oui, j'aurais deux approches. D'abord, sur le plan judiciaire, je crois qu'il y a lieu de se féliciter des avancées qu'on a enregistrées ces derniers temps, parce que de la part du collectif d'avocats qui s'était constitué autour de la jeune fille, Malika, oui, il y a eu beaucoup de pression exercée au niveau des tribunaux de Douala essentiellement. Et le procureur général, Monsieur Fouet, que je salue, a pu finalement reconnaître qu'on peut avoir une vraie justice aujourd'hui, qui n'est pas forcément la justice des plus forts, la justice des puissants, la justice de ceux qui ont des relations. Parce que ça fonctionne trop souvent comme ça au Cameroun. On a eu le sentiment, nous autres, que le pouvoir judiciaire n'est pas réellement indépendant ici chez nous. Et qu'il est inféodé, que dis-je, il est sous la coupe réglée de l'exécutif. Et de temps en temps, pour une affaire comme celle-là, c'est la première leçon à tirer. Parce qu'il y a eu un peu trop de pression, même pour que ces deux mises en cause soient placées en garde à vue. Alors, d'apprendre ce soir qu'ils ont été... Est-ce que tu es très mal à l'aise de prononcer le nom Martin Camus même? Non, je vais y arriver. Je suis d'abord sur l'approche judiciaire. Pour dire que la justice camerounaise commence un tout petit peu à s'émanciper à ce niveau. Et même, il y a eu une autre affaire similaire dans la semaine où on a pu placer en prison, je crois à Kondengui cette fois-là, quelques personnes qui avaient déshabillé une femme qui aurait volé une perruque. Vous savez tous, tout à l'heure, quand on rappelait mon passage en politique, vous savez, dans les équipes de Akeremouna, nous avions trois choses pour un meilleur Cameroun. Il y avait l'éducation, la santé et le droit. Lorsque le droit et la justice ne sont pas bien dits dans une nation, on est foutu. Si on est dans une république bananière de magistrats corrompus ou des OPJ, police, gendarmerie, qui, lorsqu'on vient leur donner 50, 100 000, 200 000 francs, détruisent des existences, quelquefois moi j'ai souvent été victime de cela, ou bien autour de moi, je pense que c'est une nation qui est vouée à la perdition, parce qu'à ce moment-là, les gens seront tentés d'aller se faire eux-mêmes justice. Donc les magistrats, s'ils m'écoutent, à cet instant précis, il faudrait qu'ils sachent qu'ils ont entre leurs mains l'avenir et même le destin d'un pays. C'est vraiment sur cela que ça repose. Donc vous imaginez une toute jeune fille comme cela, quel que soit ce qu'on a pu dire autour d'elle, sur son éducation, sur sa mentalité, elle a besoin d'être protégée, sa famille avait besoin. Vous savez, dans de grands pays d'ailleurs, même sur des affaires qui se sont déroulées il y a de longues années, vous savez, on tient toujours à ce que justice soit dite, même si les gens sont morts. On a besoin que les consciences soient apaisées. Et sur cette affaire, son rebondissement de ce soir permet de penser qu'il y a de l'espoir, tout n'est pas permis au Cameroun en matière d'intégrité au niveau de notre justice. Quand j'ai dit cela, maintenant je vais prendre la posture du journaliste, ami et frère. Non, c'est un frère. Martin Camus, c'est mon frère. Son épouse Mado, quand elle a été choisie, c'était dans le cadre de la famille que nous formions à l'époque autour de David Maïbi. Martin Camus Mim, lorsqu'on fait les premiers voyages à l'étranger,
au Stade de France en 2003. Lorsque le match finit, c'est moi qui le tiens par la main pour le soutenir. Lorsqu'on est en Égypte en 2006, c'est encore moi. Lorsque tout le monde est parti, c'est moi qui le tiens par la main. J'avais juste regretté que lorsqu'il avait réussi à être positionné au plus haut niveau, un peu comme on parlait de l'autre tout à l'heure, il n'était plus du tout accessible. Oui, c'est-à-dire c'était quelqu'un de complètement fermé, il ne reconnaissait plus ses amitiés. Martin était devenu quelqu'un d'inatteignable. Mais je regrette ce qui lui est arrivé parce que c'est un très grand talent. Avec monsieur, je crois, monsieur Boubacar Kanté, l'Ivoirien, Martin Camus étaient les deux meilleurs commentateurs sportifs sélectionnés par l'échelle internationale pour être les Africains de la Coupe du Monde 2010, même en 2014, des plus grandes compétitions. C'était un honneur que d'avoir un jeune compatriote qui a bravé son handicap pour devenir un grand. Et c'est pour cela que je regrette sa descente aux enfers aujourd'hui. Si quelque chose peut être fait, tu l'as je te dis que ça fait longtemps, on ne s'appelait plus, on ne se parlait plus beaucoup parce que lui, il avait atteint, j'allais dire, un niveau tel qu'il s'est fait de nouveaux amitiés, de nouvelles amitiés, de nouveaux amis, si je peux le dire. Parce que lorsque vous devenez quelqu'un d'assez bien placé dans la société, vous pensez que vous devez abandonner vos amis d'hier. Vous choisissez de nouveaux amis et voilà la conséquence aujourd'hui. Moi je n'en plains pas tout spécialement. Peut-être qu'aujourd'hui ça me sauve un tout petit peu parce que les mauvais amis, les mauvaises compagnies vous entraînent toujours dans des choses qui sont difficiles. Donc c'est pour cela que j'ai fondamentalement le regret ce soir de voir que une personnalité de ce niveau-là dans le monde médiatique puisse pour une affaire de mœurs. Pour une affaire de mœurs, effectivement. Autre chose, tu connais bien Ténor, le jeune rappeur camerounais? Non, pas trop bien. Donc, bon, c'est un jeune chanteur, effectivement. Mais si c'est actualité aussi. Ouais. Oui, bien sûr. Je crois que c'est la dernière actualité des derniers 24 heures, effectivement. Je crois que dans la nouvelle radio, d'ailleurs, à laquelle je suis... Nous allons parler de ça. On a beaucoup parlé donc, de ce cas dans nos émissions. Non, je pense que... là encore, je vais dire deux choses. D'abord, lorsqu'on est dans les strass et les paillettes, lorsqu'on atteint un niveau de notoriété comme celui des ténors, précisément, parce qu'il y a eu une ascension fulgurante à peine arrivé sur la terre du showbiz, il n'a pas été bien entouré. Moi, j'ai regardé une interview d'un de ses managers que je connais pas. Un artiste du niveau de ténor doit bien savoir se choisir les managers et ceux qui l'entourent. Sinon, c'est communiqué qu'ils ont signé juste après. Oui, je me profile déjà du manager de ténor. Je pense que c'est pas bon ça. Je pense à l'époque déjà il y a eu quelqu'un qui avait heureusement choisi de bien se faire entourer. Je crois Stanley Eno avec Didier Kwamo. Bon, par la suite je sais plus trop qui l'entoure aujourd'hui. C'était assez bien fait à l'époque. Non, je pense que nos artistes doivent savoir se faire bien entourer. Parce que quand vous êtes à ce niveau-là, vous devez également, comme je le disais pour le cas de Martin, savoir avec qui vous marchez, savoir même comment vous marchez. Vous vous faites conduire dans une grosse mécanique, dans quelles conditions? Vous devez être surveillé. Je crois que c'est quelqu'un qui a un succès au-delà du Cameroun. Moi, je regarde souvent quelques-uns de ses sorties. Il est très aimé là-bas. Il ne devait pas assez facilement tomber dans un tel traquenard. Malheureusement, c'est un accident, ça peut arriver à tout le monde. Donc, c'est d'abord la première leçon à tirer, c'est-à-dire quand on atteint la notoriété. Parce que si on en parle aujourd'hui, de ce cas-là, c'est précisément parce qu'il s'appelle Ténor. Et maintenant, je pense que, comme pour le cas précédemment cité, il va encore falloir qu'à ce niveau, justice soit faite. Que justice soit rendue, parce que la conduite en état d'ivresse, si elle est établie, il s'agit d'un délit qui est passible de poursuite judiciaire. Il doit quitter l'hôpital? Non, je ne sais pas la personne qui était au volant. Son manager nous a renseigné que ce n'était pas Ténor qui conduisait le véhicule. Donc, ils ont retiré ce communiqué. Ils ont retiré. Oui. Bon, la personne qui était au volant de ce véhicule-là, qui n'était pas visiblement... La famille d'Erika doit répondre de cela. On doit être dans un état de droit. Et je pense même qu'il est bien tard. Je crois que n'importe lequel des procureurs aurait dû déclencher l'action publique, comme ils disent dans leur jargon, depuis la survenue des faits. Et c'est comme cela qu'on va bâtir une vraie république qui est saine, qui est assignée. On doit tendre vers cela, malheureusement. Je suis désolé. Est-ce que le papa d'Erika... On a eu le papa d'Erika qui a fait une sortie, M. Molion, qui dit, cette jeune fille qui est morte dans cet accident à Bessenger, que Ténor doit venir doter sa fille.
Bon, je l'ai lu aussi au passage. Bon, si ça peut servir à quelque chose, je ne sais pas, mais malheureusement, la tradition. Aujourd'hui, oui, c'est leur tradition, il n'y a pas de souci. Maintenant, il faut encore établir la véracité de ce qu'entre la jeune fille et Monsieur Ténor, il y avait bel et bien une relation de couple. C'était aussi cela, parce que j'ai entendu parler d'une fan. On disait que c'était simplement une fan. Bon, là également, comment comprendre qu'une jeune fille dont on dit qu'elle était interne Dans les artistes accompagnent les fans, après le c'est ça qu'ils disent. Bon, maintenant, une jeune fille interne à l'université catholique à Douala, comment elle s'est retrouvée dehors, et on dit qu'elle avait déjà la nationalité de Belgique et qu'elle devait bientôt voyager. Bon, c'est bien triste tout cela. Je crois que notre société a besoin d'être régulée aujourd'hui en tout point de vue, en réalité. Et il faut des contrôles dans des pays sérieux. On ne se retrouve même pas au volant n'importe comment, en réalité. Sam Séverin, on va prendre quelques SMS. Sam Séverin, tu es un grand monsieur, tu as un avenir glorieux. Cabral n'ira pas loin. Il y a un prince dans le noir qui fera son comeback bientôt. Et bonsoir au panel. C'est Arnold Evina Medjo. Merci. Tu es un grand monsieur. Grand monsieur de la communication, c'est tellement aussi de la politique. On va prendre quelques messages. Bonsoir Sam Sivirango, bonsoir pour le plateau. Ma question à l'invité est de connaître ses projets pour l'avenir et surtout c'est du MSC, mais si c'est Ivan de PK14. Bon, peut-être qu'Ivan ne nous a pas beaucoup suivi pour l'instant. J'ai pris congé de la politique et pour l'instant, je voudrais d'abord, comme il est à Douala, à PK14, je l'invite à nous écouter tous les matins à la radio, de suivre mon parcours journalistique pendant les toutes prochaines années. Et à ce moment-là, même dans le journalisme, je reste un tout petit peu dans un journalisme citoyen qui milite pour le changement des mentalités. Donc, la politique, en réalité, on peut la faire autrement, même dans un média, véritablement, pas nécessairement comme membre d'une formation politique. Moi, je suis allé au MRC pour tenter d'en devenir un acteur majeur. Bon, malheureusement, le calendrier et la météo politique de ce moment-là ne nous a pas permis d'y arriver. Bon, sait-on jamais, on pourra y revenir. Je crois que je l'ai indiqué tout à l'heure. Bonsoir à vous, je suis conscient. Monsieur Ango a beaucoup contribué dans la vie politique de Cabral Libye. Mais vous devrez comprendre que c'est ainsi va la vie. C'est Abel depuis Limbe qui te suit certainement Abel depuis Limbe. Ok. We'll take this last one. Bon, si Monsieur Assuré, c'est un grand, Sam Assuré, c'est un grand homme. Il est très éloquent. C'était apparemment la personne s'attaque à Gaël tout à l'heure. La personne aussi n'a pas aimé. C'était une question que Gaël t'a posée. Laquelle, par exemple? La personne n'a pas précisé. Il dit tu es quelqu'un de très éloquent et Madame ne devait pas poser toutes ces questions-là. Sam, c'est vrai en gros, mais c'est une rubrique. Ça s'appelle intimité. Ok, Sam, c'est vrai, c'était un plaisir. Mais on va sortir avec quelques images. Hein. Tu vas nous dire où est-ce que tu as pris ces images-là. À la réalisation, on va proposer ces images de Sam Séverin Ango. Tu nous as parlé de cette aventure d'Univers Radio que tu gères à Douala actuellement. Tu animes une émission aussi dans cette radio. On va prendre quelques photos de Sam Séverin Ango tout de suite avec le concours de la réalisation. Sam Séverin, c'était où? Bon, ça c'était à Royal FM, je pense bien, oui, à Yaoundé. C'est une radio qui m'a fait Royal FM, effectivement, avec Bill de Rock, qui est un ancien de Rock, oui. Également avec Roger Kiek de Kiki, Bertrand Ouna. C'était en quelle année? Non, c'était assez récent, juste après les élections. Ça fait combien de temps là-bas? 2018, début 2019. Ça fait combien de temps là-bas? Je crois que c'était 3-4 mois. 3-4 mois, on regarde notre image. Une autre image. Sam, c'est vrai. Ouais. Bon, oui, ça c'était la photo de la réconciliation qu'on a évoquée tout à l'heure. Donc avec Madame qui est reconnaissable là, avec Jean-Pierre Sommet, qui est un ami qui avait répondu à notre invitation. C'était dans les locaux d'un grand cabaret également, Lisa et Christopher, de Monsieur Edmond Gerson. C'était à Yaoundé. On lui fait un peu de publicité. La même soirée également avec l'ambassadeur Mila. C'est pas l'objet de faire la publicité dans cette émission. Bon, on est simplement de ces images, s'il te plaît. Non, je vous situe. Oui, mais pas, oui. Parlons juste des images.
Bon, c'est au cours de la même soirée. Et ici, c'est quelle radio? Mais tout à l'heure, je voudrais qu'on revienne sur l'image de Aladi Touré et son épouse quand même. Parce que ça se rejoint Mila. Ça, c'est Mila et sa femme, assez facilement identifiables. Oui. Oui, on va montrer. Oui, voilà. Aladi Touré également et sa compagne qui avait fait le déplacement tout spécialement, je dois le rappeler, il y avait du très beau monde à cette occasion. C'est réconciliation. Voilà, donc je l'en remercie pour ça. On va poursuivre avec notre image Sam Sivango. Oui. Bon, là c'est très récent. Ici à Douala, dans l'une des rues de Douala, ce sont des fans qui m'ont reconnu, des amis également. Celle qui est en cheveux, en coiffure, la suite, Sam. Voilà, dans les studios de For You Radio, nouveau studio nouvellement inauguré en présence des autorités. Ça, c'est Cassandra qui anime l'émission du matin avec moi. For You Radio. For You Radio, voilà, Okay. 96.3, effectivement. Cassandra Bégoudé, un grand talent. On fait l'émission du matin entre 6h et 9h. Voilà. Mais Sam Sivan, est-ce qu'on est sûr que tu vas rester sur cette radio? Pourquoi pas? Non, je ne peux pas créer ta part parce que là, je connais que Sam Sivan comme quelqu'un de très impatient quand ça ne marche pas. Bon, pourquoi vous pensez? Non, c'est une question. Est-ce que on va pas facilement te voir parce que tu as fait 4 mois, il y a une idée. 4 mois, après ça, commencé une aventure, tu as abandonné, puis voilà maintenant. Bon, Royal FM, j'étais simplement éditorialiste. Okay. Ici, il s'agit d'un projet sérieux qui englobe un groupe qui s'appelle Ton Super, qui regroupe 4 médias en réalité. Donc c'est le groupe For You Media qui comprend, outre la radio For You Radio, For You Télévision qui est en gestation. Dans quelques petits mois, on sera sur le satellite, on sera sur le même satellite que vous. Quelques petits mois, hein, c'est une affaire de très très bientôt. Bon, et puis il y a le journal écrit Politics, il y a le site d'information Eureka. Donc c'est un groupe de presse en réalité dont je suis chargé de la coordination pour l'instant en tant que directeur des médias précisément, avec une bien jeune équipe qui m'accompagne, avec des jeunes gens qui sont motivés. Tous les jours d'ailleurs nous on reçoit des demandes de personnes qui veulent nous rejoindre. C'est pour vous dire que il y a une sérieuse ambition derrière et je peux vous le garantir, sauf on va dire sauf un miracle peut-être, je sais pas si les gens de TF1 arrivent pour chercher. Oui, c'est possible que même Madame Dinali vous rappelle et vous proposez quelque chose de costaud. Donc on ne sait jamais. On ne sait jamais, ça dépend. C'est la raison que j'ai posé après cette question. Parce que dans les mois à venir, on peut retrouver Sam Sivango. Mais c'est pas bien mal aussi, mais c'est à vous, des gens des médias, d'expliquer ça aux gens qui ne comprennent pas que ça fonctionne comme ça aussi. Hein. Et ce n'est pas exclu. Moi, je crois que comme tu es là à Douala, à la tendance de notre projet, on peut te retrouver sur les antennes de la télévision. Il n'y a pas de souci. À condition que... Nous allons en parler, Sam Sivan. Oui. Pourquoi les engagements? On va en parler avec Sam Sivan pourquoi pas dans les semaines à venir, sur les antennes de la télévision. Donc c'est ça votre projet de m'amener ici. Sam Sivan, c'est un plaisir de te recevoir sur Polémique au séjour. J'étais très content parce que j'avais quelques appréhensions, parce que, il faut le dire, en fin de semaine, avec beaucoup de boulot, j'étais un peu émoussé, j'étais pas très sûr que je vais assurer, mais là, en toute décontraction, je pense que ça n'a pas été bien compliqué. Si j'ai pu heurter quelques personnes, je m'en excuse fondamentalement. C'est le tout nouveau Sam Sévéran qui arrive pour l'instant. Donc acceptez-moi tel que je suis, et je pense que vous aurez droit à une belle personne qui doit rester droit dans ses bottes pour le Cameroun, parce que je veux avoir la prétention d'être dans le patrimoine camerounais aujourd'hui. Je crois que les mauvaises actions doivent être complètement éloignées et éradiquées. Voilà, je salue toute l'équipe de LTM. Oui, thank you so very much, Sam Sivango. Thank At you. the technical end, we had Landry Siwe and Abubakar Smith. We animated this program with Gael Fenju Njemengatna. From us to you, it's bye-bye.